E.T. épisode 8. Oh. Bonjour. Bonjour. Oui. Allez. Mais ta voisine est là? Oui, elle est là. D'accord. Oui. Donc dans 15 jours, vous aurez un devoir sur ce chapitre 11. On va d'abord corriger les 3 exercices d'aujourd'hui, puis après on refera le bilan sur ce chapitre. Alors le numéro 11. Ah. Il y a Amit qui est parti là. Oh. Ah putain. Oui. Le Karcher, à la vache. Il est très vite Il doit se distrater. Alors d'abord, au niveau du premier terme, donc le diapason utilisé par les musiciens pour s'accorder. Arrête. On aura l'occasion d'évoquer ceci quand on fera un rappel sur la musique. Il est parfaitement dimensionné. Pourquoi? Parce que le son est lié aux vibrations des tranches d'air. Ces tranches d'air donc vibrent de proche en proche, vont sur l'oreille et à ce moment-là votre tympan va se mettre à vibrer. Donc un diapason, c'est de l'âme de branches qui vibrent. Maintenant, comment va-t-on obtenir le signal qui est là-bas? Je pense que ça pose pas de problème. Quand vous utilisez vos téléphones, vous avez un micro et un haut-parleur, donc c'est un micro. Un micro est formé par une membrane, comme un haut-parleur, une bobine, et cette bobine, lorsqu'elle est en mouvement dans un aimant, donc il nous faut aussi un aimant, ben, il y a production d'un courant électrique. Et donc, quand on
travaille sur les sons, on s'intéresse à la forme du signal. Au cours du temps. Alors, est-ce que c'est bien ce que j'ai ici? Est-ce que c'est bien un temps sur l'axe horizontal et un signal qui varie en fonction d'une certaine grandeur? Alors, qu'importe la grandeur, hein. Ici, il y a marqué l'amplitude. L'amplitude, ça signifie que l'intensité de ce son peut être plus ou moins forte, l'amplitude peut être plus ou moins grande. Ici, on passe sur un maximum de 1. Quant à l'unité, ici, c'est des volts. Alors, l'amplitude en volts, c'est une tension. Du fait que la tension s'exprime bien en volts pour un courant électrique. Donc, ça reste cohérent. J'ai une tension qui varie. Alors maintenant, comment on va observer ce signal? Ben pour ça, on a des oscilloscopes. Mais comme je peux aussi analyser ces sons avec le logiciel Audacity, ben, maintenant c'est un écran. Dans les hôpitaux, le signal électrique étudié, que ce soit le signal électrique des électrodes placées sur le cœur ou sur des muscles ou dans le cerveau, c'est pas un oscilloscope qu'ils ont, ce sont des écrans. Et à ce moment-là, ça peut être numérisé. Si c'est un ordinateur, c'est numérisé. Ça peut être transmis, codé, transmis, stocké sur des disquettes ou des CD ou n'importe où, dans des capacités virtuelles de mémoire. Donc, c'est pas gênant d'avoir des parties qui sont notre visualisation du signal présentée de manière très différente. Ça, c'est pas un problème. Alors donc maintenant, on va pouvoir répondre à la question 1. Justifier que le son associé au signal s'y compte et un son pur. Alors partant de ça, c'est du cours, un son pur. Là, c'était notre façon d'interpréter la source documentaire. Comment interpréter cette fonction? Un son pur. Le signal doit avoir une forme qui correspond à une fonction mathématique. C'est laquelle? Est-ce que je veux dire que c'est... Est-ce que c'est un cosinus? Non. 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 Alors, c'est pas une... Oui, effectivement. Le mot qu'il faut employer ici, un cosinus nous aurait donné sûrement la même chose, certainement. De toute façon, ça varie entre 0 et 1. Donc là, c'est bon. Mais en tout cas, ce qu'on doit dire, c'est que le signal est sinusoïdal. C'est ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. La fonction mathématique est une fonction sinus. Oui. Tu vois, ça c'est sinusoïdal. C'est un très beau son, ça. Est-ce que ça pourrait être un son pur? Il est périodique? Non, parce que c'est pas sinusoïdal. Non. Est-ce que ça pourrait être un son pur? Non. Non. La seule réponse possible... Tu fais des croix gammées, là. Est-ce que ça, c'est un son? Pardon? Non. La fonction est bien définie comme... mais si on envoyait un signal comme ça sur une membrane de haut-parleur, ça ne donnerait pas un son pur. Disons, même pas une vague, une sinusoïde. Voilà, c'est ceci. Alors maintenant, pourquoi ils n'ont pas pris la fonction en cosinus? Probablement parce qu'on dit que c'est Descartes qui a d'abord, le premier a introduit la fonction sinus.
Et quand vous avez fait les lois de la réfraction, c'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Ça n'a pas été traduit en N1 cosinus quelque chose égale à N2 cosinus quelque chose. Donc, historiquement, ça doit être sûrement le mot sinus qui est apparu en premier. Donc, son pur signal sinusoïdal. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, deuxième question. Déterminer la durée T, delta T de 4 périodes. Alors, delta, c'est pour une variation en physique. Maintenant, il y a le problème de la définition de la période. Donc ça aussi, ça a été vu en seconde, je pense. C'est la durée mi par le signal pour se reproduire identiquement à lui-même. Alors, on vous en demande 4. Alors, sur donc si c'était un oscillogramme, un oscillogramme. Donc si c'est un oscillogramme, j'aurais la possibilité de mesurer une période ici. Quand nous sommes sur un front montant, au départ de 0. Mais ça peut être la valeur la plus faible ou la valeur la plus haute. Donc ça c'était. Et il faut que j'en prenne 4. Ben là j'en ai une. Je vais prendre la deuxième ici. La troisième ici. Et puis finalement, j'arrive bien à en avoir une quatrième. T. Donc, 4 périodes T. Donc T, c'est la période. 4T. Pour ça, j'ai besoin de l'échelle ici. J'ai 0,02. 2 carreaux après 0,04. 0,06. 0,08. De 0,6, je passe à 0,8 ici. Donc ici, j'ai 0,09. Et par exemple, je suis un peu plus loin que la moitié de ceci. Donc on pourrait éventuellement dire que 4T c'est égal à 0,00. Donc 9,5, oui, mettons. Et ce sont des secondes. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir en déduire la valeur de T. 0,95 sur 4. Donc les calculs, voilà, c'est sur une calculatrice qu'il faut les faire et pas sur un téléphone. 0. Ah oui, mais est-ce que vous passez vos... Moi, alors dans ce cas-là, je serais admiratif. Vu le temps que vous passez sur vos téléphones à faire des calculs, on devrait avoir des performances en maths au bac exceptionnelles en France. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'à l'école primaire, au niveau international, les Français ne sont pas tellement doués pour les maths. Mais je vois beaucoup plus de gens avec un téléphone qu'avec une calculatrice. Personnellement, moi, je ne me promène pas dans les magasins avec une calculatrice comme ceci. Quant au téléphone, je ne l'utilise pas. Alors, ça fait 2,300.
75 Ça m'arrive. et 10 puissance moins 3. Mon 3. Alors, maintenant j'ai un autre calcul à faire, c'est calculer la fréquence. Et c'est en secondes. Pardon? Le résultat, il est en secondes, le tout dernier. Alors oui, c'est bien des secondes. Oui. Et donc pour la question 3, la fréquence qui est en Hertz est obtenue à partir de la relation suivante 1 sur T. Donc ça c'est l'expression littérale. Et donc je peux passer à l'application numérique ici, du fait que je connais T. Il faut que T soit en secondes pour avoir des hertz. Donc ici, je n'ai pas de difficulté, je vais faire simplement que F c'est 1 sur 2,375 10 puissance moins 3 et je trouve 421. Et puis maintenant, la question que je peux me poser, c'est de savoir est-ce que ce que je viens de donner comme résultat est cohérent avec le document que vous avez. Est-ce que c'est probable? Oui, ça peut être un son. Il est plutôt grave, d'accord. Donc c'est probable. Mais est-ce que le résultat correspond à la réalité? Non. Car un diapason sert de référence pour l'accordage des instruments. Si on fait vibrer ce diapason avec une corde qui vibrerait à la fréquence de 421 Hz, alors l'accordeur s'apercevrait que ce n'est pas cohérent. Alors, soit c'est l'accord qu'il devrait régler, soit c'est son diapason qui n'est pas le bon, qu'il n'a pas acheté le bon. Est-ce qu'il est possible d'acheter le mauvais diapason? Non. Parce que c'est quelque chose qui est une référence internationale. Donc, si un industriel fabriquait un instrument qui n'est pas aux normes, est-ce qu'il pourrait rentrer dans le marché, dans la communauté européenne, ce diapason? Non. Non. Bah non. Ça serait une contrefaçon, un produit qui ne serait de mauvaise qualité, donc normalement, le service des douanes est là pour protéger le consommateur. Le consommateur doit acheter une fréquence d'un là qui est égale à 440 Hz. Et on va voir, d'après l'exercice suivant, que c'est le La3 qui vibre à 440 Hz. Alors maintenant, est-ce que c'est gênant qu'on ait trouvé 421 alors que normalement ça serait 440? Non, parce qu'il y a forcément une imprécision sur la mesure ici. Soit c'est l'appareil de mesure qui n'est pas très précis, soit c'est nous qui avons mal évalué les valeurs. Mais en tout cas, on peut supposer que ce diapason, c'est le A3. Est-ce que ça a toujours été 440? Non, parce que ça, il faut remonter à un traité qui date du XXe siècle. Donc peut-être que si c'est un vieux diapason, pour un La de référence, c'est peut-être une autre fréquence.
Mais ça, il nous faudrait plus de précision dans l'énoncé pour savoir si c'est un diapason contemporain ou un diapason assez ancien. Alors, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 2. L'exercice 3. Alors, on va se retrouver avec des activités qu'on a déjà rencontrées en TP. Un problème de corde vibrante. Alors on vous dit que le piano est un instrument de musique à cordes frappées. Sur une guitare, on frappe les cordes. Ouais, donc on va les gratter, d'accord. On rappelle que la fréquence fondamentale F du son est liée à la longueur de la corde F par la relation F égale A sur N. C'est ce qu'on avait voulu modéliser la dernière fois avec un tableur et un graffeur. Donc on vous donne la relation. La fréquence, c'est A sur L. Et le modèle mathématique, c'est la fonction inverse. Je vous rappelle qu'on a des séries de valeurs et puis on demande à des logiciels de maths de trouver les fonctions qui correspondent. Alors, préciser comment évolue la fréquence fondamentale du son F produite par une corde de piano si l'on augmente sa longueur. Alors, cette remarque nous amène à dire qu'on a soit des sons purs ou des sons complexes. Alors, qu'est-ce qu'un son complexe? C'est un son qui contient des harmoniques. Le fondamental, c'est F0, plus des harmoniques. Ah la vache. Alors, est-il normal qu'un piano donne des sons complexes? Bah oui. Est-ce qu'on peut reconnaître un piano parmi d'autres instruments de musique? Oui. Oui, donc la culture musicale fait qu'on normalement on pourrait savoir si on a affaire à une trompette, à une flûte, une guitare ou un piano. Donc si on a un instrument de musique, c'est qu'il y a forcément un fondamental et des harmoniques. Maintenant, reste à savoir si c'est très riche comme un instrument ou pas. Ici, il suffit d'appuyer sur une touche de piano pour avoir un son. Pour quelqu'un qui joue de la guitare ou du violon, il y a la façon de jouer qui va avoir de l'influence. Mais ici, donc, je me contente de travailler sur le fondamental. Et qu'est-ce que j'ai comme relation? Alors, l'exercice nous dit que si l'on augmente la longueur de L, si L augmente, alors comment on voit qu'on n'a pas les mêmes longueurs de cordes? On a ici les touches du piano,
on a le cadre ici, ils sont fixés les cordes entre là et là, et on s'aperçoit bien que la longueur diminue, et qu'en plus de ça, la taille des cordes varie. Alors, Ah oui, ah, ça la note qui est jouée par une touche ça dépend de la taille et de la longueur. Alors si elle augmente, que fait F? Monsieur, s'il vous plaît, le mot à gauche de harmonique. J'ai du mal à identifier le mot. Là, À gauche de harmonique. Là Oui, là. le fondamental fond. Ah, fond. Alors effectivement, il y a de quoi avoir du mal à l'identifier. Fondamental. Le fondamental. Ok, merci. C'était pour m'assurer que tout le monde suivait bien. Ah oui, d'accord. Donc le fondamental, c'est ce qui va nous servir de référence. Mais alors, donc là, ça s'appelle le timbre. Le timbre du piano va dépendre de ceci, des harmonies qui viennent se rajouter. Mais non, la réponse, si elle augmente, F, qu'est-ce qu'il fait? Oui, F diminue. Si elle augmente, alors F diminue. Donc ici, ça devrait être les notes graves, et là, les notes aiguës. Si elle augmente, elle diminue, on est dans les graves. C'est quoi déjà? La fréquence. Et la fréquence, on a des sons qui varient, de graves, Ah oui, Bah oui, j'ai du mal à identifier le mot. aigus. Là, on va vers des ultrasons. Là, on a des infrasons. Et puis les sons médiums qui sont ici. Et ça, on l'a dit quand on a travaillé sur le téléphone. Avec Audacity, il y avait la sonnerie du téléphone. Alors, pourquoi on avait... pourquoi le téléphone ne transmet que les sons médiums? Est-ce que votre cerveau est capable d'interpréter ces sons alors qu'il manque des sons graves et des sons, des sons aigus? Est-ce que votre cerveau est capable de restituer les sons qui manquent? Ah si. Il vous manque un peu d'information, mais vous êtes capable d'interpréter l'information. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir pour... Quand c'est une conversation orale, vous comprenez le sens, même s'il manque des graves et des aigus. Donc, pour éviter de surcharger les lignes électriques en information, on avait choisi de prendre qu'un spectre relativement étroit. Par contre, vous, si vous allez à un concert d'une cantatrice, est-ce que vous accepterez qu'on a bloqué sur les haut-parleurs les fréquences des graves et des aigus? Bah non. Non, vous y allez pour écouter de la musique, pas quelqu'un qui parle. Si c'est pour raconter quelque chose, il suffit d'aller à un meeting politique. Mais pour la musique, il faut l'ensemble des fréquences. Le téléphone, c'est pas gênant, il manque des informations, tant pis. Votre cerveau les restitue. Sauf que pour une cantatrice, là, ça sera difficile de restituer tout ce qui manque. Alors, calculer le coefficient A en L. Alors, si la relation, c'est F égale A sur L. On va dire que A, c'est égal à quoi? Mon inconnu est A. Comment déterminer A en fonction de F et de L? F fois. Bah, ça fait F fois L, non? Si, c'est ça. Alors donc, on va pouvoir passer à l'application numérique.
Alors, F, L'économie de règle. apparemment, c'est à la 3. Le commis d'ustensile. D'ustensile de mathématiques. Ustensile de mesure. Ah, ici. 440 fois L. Je vais gérer cette situation. Enfin, je sais pas si je vais réagir. Mais alors, est-ce qu'une corde sur un piano peut avoir une longueur de 85 cm? Oui, Oui, le grand piano. oui, c'est... Oui. Un piano à queue, donc c'est ce qui est représenté, c'est ce qui est ouvert, voilà. Alors donc, il faut le mettre en mètres. Et donc, à ce moment-là, c'est bien des mètres. Ah oui, ça fait mal que ça. Ça fait 374. Et donc les unités, on me dit que ce sont des hertz par mètre. Donc ça correspond à l'activité 2. L'exercice 1, c'était pour l'activité 1. Là, l'activité 2. Et on avait vu une activité, au 3 même. Dans l'activité 4, on s'était intéressé, alors je vais l'ouvrir. Je dois être déjà ouverte, voilà. À la puissance sonore, l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Donc je garde ceci. Et l'exercice 5. Alors, on va s'intéresser au hurlement du coyote. Donc la puissance est une puissance en watts, 10 puissance moins 2 watts. Alors cette puissance, ça correspond à une force sur une surface, Ah la vache, j'avais du mal. donc une pression, et on va ramener cette pression à une puissance. Ce qui n'est pas très pratique. Hein. La pression exercée par l'air sur l'oreille devrait s'exprimer en Pascal. Mais ce n'est pas cette notion qui est utilisée, ce n'est pas non plus par les acousticiens des puissances en watts. Alors donc on va essayer de comprendre pourquoi on vous parlera d'intensité sonore à la fin de l'exercice. Mais avant, d'abord on vous demande de rappeler la relation mathématique permettant de calculer la surface d'une sphère de rayon à partir de son rayon. Alors, les relations qu'on va employer ici, est-ce que vous devez les apprendre par cœur pour dans 15 jours? Hein? Ben, non, on a trop d'informations. On a la puissance, donc ici, qui est en watts. Une surface qui est égale à 4 pi R2. Une intensité sonore qui est une pression, donc une force sur une surface. Une puissance, pardon, sur une surface. Ça fait beaucoup de choses. Et en dernier, ici, un problème de logarithme et de valeur de référence. Donc, cette relation surface, je l'ai ici. Sauf que R, c'est le rayon. Bon. C'est quoi ça?
peut poursuivre sans qu'il y ait des objets lancés dans la salle. Deuxième question. C'est quoi ça? Exprimer l'intensité sonore, elle, à une distance d. Le problème, c'est que là, j'ai un rayon. Et maintenant, je me trouve avec une distance. Pourquoi va-t-on utiliser D et non R? Parce que si on prend un son qui se propage dans l'espace, ce son il se propage de façon sphérique. Donc en fin de compte c'est une sphère. Et entre D, c'est bien la distance entre la source et l'endroit où est perçu ce son. Donc ici c'est l'oreille. Distance entre la source sonore et le capteur. Alors ce capteur, ça peut être l'oreille, mais ça peut être aussi comment s'appelle le capteur qui mesure le son? Micro. Un sonomètre. Ah, c'est vrai. Alors, pourquoi je m'intéresse à cette notion de sonomètre? Parce que dans le domaine médical, les sons sont mesurés en décibels. Le sonomètre mesure aussi des sons en sonomètre, donc on a la référence, c'est le décibel. Alors donc, R, ici, le rayon de ma sphère, dans les trois dimensions de l'espace, c'est plus simple de parler de distance à la source. Alors donc, deuxième question, exprimer l'intensité sonore à une distance D du coyote, sachant que toute la puissance sonore émise est répartie uniformément sur la surface d'une sphère de rayon D. Donc il faut qu'on revienne à la relation qu'on avait vue dans l'activité. Donc ça devait être l'activité 4. I égale P, une puissance, sur une surface. Alors, pour la fusée Saturne, c'était 350 mégawatts. Un coyote, c'est 10 puissance moins 2 watts. Donc, c'est pas le même ordre de grandeur. Alors, on pourrait se dire, si on est passé de 350 mégawatts à 10-2 watts, ce coyote, on ne l'entend pas, même s'il hurle à côté de nous. Alors, c'est ce qu'on va essayer de calculer. Déduisez l'expression du niveau d'intensité sonore, elle, dépendant de la distance D du coyote. Alors, donc on va éviter de se tromper. Et ici, c'est l'intensité sonore. I. Mais moi, ce que je veux, c'est un niveau d'intensité sonore. Ah. Et ça, c'est forcément quelque chose qui est d'usage courant, le décibel. Alors tout à l'heure, vous me disiez que vous pouvez utiliser vos calculatrices pour faire des calculs. Joseph, tu utilises, je suppose, ton téléphone pour mesurer l'intensité sonore. Donc, est-ce que vous pouvez avoir une application qui est un sonomètre sur un téléphone?
Ben oui. Vous avez un micro, donc vous pouvez traduire ça en décibels. Donc j'espère que c'est ce que tu cherchais à vérifier. Quel est le niveau d'intensité sonore dans cette salle de cours? Alors, comment je vais le calculer, ceci? Il me faut une relation I. C'est 10 fois log en base 10 de I, trouvé au-dessus, sur I0. Et donc on va trouver des décibels. Alors, cette relation, elle est liée aux professionnels de l'acoustique et elle s'est imposée dans le domaine médical, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la législation pour mesurer si le bruit produit n'est pas trop supérieur. Alors, que représente le I0? C'est l'intensité minimale que perçoit l'oreille. C'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Par mètre, pardon. Alors notre coyote, lui, il avait une puissance de 10 puissance moins 2. Là, la référence, c'est 10 puissance moins 12. Bon, c'est pas tout à fait la même unité, mais... Alors, quatrièmement, il faut faire des calculs à 10 mètres, 100 mètres et 1 km. Donc la seule façon de résoudre ceci, c'est de faire un tableau. Où j'ai la distance D en mètres. Il faut faire 3 fois ce calcul. Alors il va être compliqué parce que... Ah, pas 3 calculs d'affilée. Et il y aura la fonction log là? Ah oui, oui. Ah oui, parce que si j'élimine cet exercice, il ne reste plus que 2 autres exercices. Alors au bout de 5 minutes, oui, on aura vite fait le tour. Oui. Sauf multiplier les exercices sur des oscillogrammes. Mais je ne pense pas que ça soit bien profitable. Alors, par contre, il me faut un calcul intermédiaire. C'est I, parce que ça dépend de P, qui est la même valeur, mais sur la surface. Alors, donc c'est P que divise 4pi D au carré. Alors, P ne change pas, c'est toujours 10 moins 2. Mais par contre, 4pi, c'est 10 au carré. 10 puissance moins 2 sur 4pi, 100 au carré. Et 10 moins 2 que divise 4pi fois 1000 au carré. Quant à I, l'intensité... Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai utilisé la même lettre. C'est pas I, c'est L. Là. Niveau. Ça, c'est une erreur. En anglais, ça se dit comment, niveau? Oui. Voilà. Pourquoi c'est L? Alors, le niveau sonore, c'est 10 log de I qui change, c'est la valeur qui est au-dessus, sur le niveau de référence 10 moins 12. Ah ouais. Deux, 3, 4, 6, 8, 1. Alors, il me faudrait une dernière ligne où j'ai les calculs.
Donc si je poursuis le calcul pour donner la valeur, je vais vous donner les résultats obtenus. La première valeur, alors à 10 mètres, c'est 69 décibels. À 100 mètres, c'est 49. Et quand on est à 1 km, c'est 29. Maintenant, ceci est significatif que si on a les valeurs de référence. À 85 en décibels, L en décibels, ça commence à être douloureux. 110, là on dépasse la législation. C'est pas possible d'aller aussi haut. C'est beaucoup trop fort, il y a des atteintes de l'oreille. Alors, 69 décibels, hein, on est dans un bruit qui est gênant. À 10 mètres du coyote, c'est fatigant. Surtout s'il passe la nuit, si vous campez, s'il est à 10 mètres de votre tente. À 100 mètres, c'est bruyant, mais acceptable, comme le bruit d'une rivière quand on veut camper ou d'un torrent. Ça nous réveille. Par contre, 29 décibels, on est proche de un bruit faible dans une maison. 20-30 décibels, 20 décibels, c'est le seuil. Donc à 29, ben, on entend ce bruit, mais c'est supportable. Est-ce que vous avez des questions sur ce coyote? Alors, la dernière fois, je vous avais distribué cette feuille de cours. Qu'est-ce qu'on sait? C'est que les bruits se propagent par vibration des tranches d'air et finissent par arriver jusqu'au tympan. Et les cils qui sont reliés, donc les cellules, envoient un message nerveux par le nerf optique. Ces cils sont reliés au cerveau et votre cerveau interprète ces sons. Là, vous avez dit la deuxième. C'est 100 au carré, 1000 au carré. Il y a une ligne entre les deux. Oui, oui. C'est pas la différence entre la... Non, simplement c'est I qui est ici. Le I qui est là, mais je ne voulais pas recopier ceci. Et à chaque fois, ce qui change, c'est les... Mais ce calcul, il est fastidieux à faire, donc c'est pour ça que il n'y en aura qu'un, et puis il sera décomposé le calcul, parce que s'il faut enchaîner tous les calculs, faire 10 fois log, mettre la parenthèse, faire le calcul de I au-dessus, et après de diviser par 10 puissance moins 12, il faut bien penser à mettre des parenthèses, à cause de la division qui est ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Les résultats peuvent être compris entre une valeur de 20 en décibels et une valeur au-dessus de 110-120 décibels. Si vous trouvez des valeurs en dehors de cette échelle, 20, mettons 120, c'est impossible parce qu'on s'est arrangé pour calibrer ces niveaux d'intensité sonore dans des chiffres que l'on peut retenir, qui soient parlants, dans le domaine médical, dans le domaine professionnel, dans la législation du travail et au niveau des bruits de voisinage. Il faut que l'on puisse, dans un rapport, donner une valeur d'un bruit. Si vos voisins se plaignent
du bruit que vous faites, il faudra bien qu'on puisse le mesurer et on utilisera un sonomètre. Alors donc, ces sons, ils peuvent être des sons purs. On a dit qu'il y avait des sons graves, aigus et moyens. Que ces sons, on a essayé de les classer dans des gammes, et on a un ensemble de notes, elles sont décrites ici, et ces notes, on peut les écrire sur des lignes, pour que ces partitions soient compréhensibles. Maintenant, ici, la remarque qui est là, c'est que nous avons un son pur, qui est sinusoïdal, avec uniquement le fondamental. Un son complexe donné par un instrument de musique est quelque chose qui n'est pas une sinusoïdale, elle se reproduit dans le temps, c'est pour ça qu'on a une note. Et vous avez ici le fondamental et les harmoniques. Et comme on avait l'exemple du piano, l'avantage du piano, c'est que quand les cordes sont frappées, la note qui est frappée appartient donc à une série de notes qu'on appelle Do, Ré, Mi, Fa, etc. Et qu'on a soit une répartition entre des blanches et des noires, et vous voyez que la répartition n'est pas la même. Il y a des noirs. Alors, tout ceci pour que ça soit harmonique et que ça constitue une suite de nombres. Et c'est cette suite de nombres qui devrait être étudiée dans le chapitre d'après. Donc dans 15 jours, vous avez un devoir sur ce chapitre 11. On verra si on a le temps de faire un rappel sur les gammes et les notes. Et après on enchaînera sur le fait que l'on va pouvoir codifier, numériser la musique pour pouvoir la transporter plus facilement de façon numérique. Et quant aux objets qui ont volé dans la salle, essayez de les récupérer. Au revoir. Au revoir. Voici le carte. La vraie, là. Faut te calmer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon train de journée.